il est fou, il est complètement fêlé. C'est pour ça qu'on l'appelle Féfé. C'est un petit génie, c'est sans doute le plus doué de sa nouvelle génération de hip-hop maker, comme on dit. C'est lui, Angela, etc., etc. Il est avec nous en africanité, avec sa guitare et sa voix. Ah, loin du bonheur et des îles, où la misère prend ses aises, près du Olulo pressé, se console avec des scies. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. Pour la plupart piégés, piégés, piégés. Quand se nourrir est un film, et nourrir les tiens ton rôle, la rue te donne quelques scènes, tirées de mauvais scénarios. Pour un coup, elle peut te fournir tous les plans possibles. Mais pour demain, qui sait, qui sait, qui sait. Je veux du soleil, boy, 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 boy. Je veux du soleil du pays, boy, 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 boy. Peu de soleil, boy, 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 boy. Sur le bitume tant chéri, rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aléa, pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien, 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 rien de neuf dans ma rue. Juste une allée d'aléa, pas d'avenir. Oui. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien, rien, rien. Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. Et ce mois-ci, nous abordons le thème de la littérature. Nous sommes dans le sillage du Salon du Livre de Paris qui intervient très prochainement, au cœur duquel deux villes africaines du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire, sont particulièrement mises à l'honneur. Et côté littérature, c'est monsieur Christian Eboulé qui s'y colle. Avec lui, nous éplucherons quelques œuvres qui auront particulièrement retenu votre attention. Évidemment, Sa Majesté. Ça commence très fort. On garde cette locution pour une autre personnalité d'Auguste Majesté, dont je tais pour l'instant le nom. Du côté du cinéma, eh bien c'est vous, Lise Laure, qui nous entraînerez dans les salles obscures pour découvrir la quintessence de l'humanité cinématographique. Quelques œuvres qui auront également retenu votre vigilance. On peut dire ça comme ça ? C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est parti. Avec nous également quelques artilleurs de la scène pop musicale, les sonorités d'un prince du swing. Il s'appelle Féfé, une carte blanche à une princesse, princesse Esther Kamatari, ambassadrice de la maison Guerlain. Le tout aux côtés de quelques personnalités du monde littéraire, voire plus si affinités, au premier rang desquels je salue notre invité et témoin au cœur de cette émission. Bonjour, monsieur Boniface Mango Mboussa, soyez le bienvenu. Merci. Congolais, essayiste, écrivain, pour beaucoup, vous êtes l'un des piliers de la littérature francophone. Votre modestie va un peu en souffrir ? Oh, oui, je crois. Oui. Non, je ne suis pas un pilier, j'accompagne. Bon, nous vous l'accordons. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre, de la première œuvre qui vous est particulièrement saisi, qui vous est marqué, qui a marqué votre conscience ? Oui, Les Frères Karamazov de Dostoïevski. J'avais jamais lu quelque chose d'aussi organique, aussi vivant, aussi bouleversant, oui. C'est vraiment les Russes. À quel âge ? Oh, je dois avoir 15 ans. Il faut être particulièrement orienté vers la Russie pour aller chercher cette œuvre de Derrière les fagots ? Ils étaient déjà chez nous. D'accord. On était soviétiques à l'époque, donc socialistes. Oui, on était socialistes. Et il y avait les Russes et les Chinois, oui. Alors, on va évidemment revenir sur ce qui constitue les pans entiers de votre univers extrêmement prolixe et créatif. Je vous propose, pour ceux qui ne connaîtraient pas exactement avec précision la tessiture de votre œuvre, de découvrir le portrait qu'Africanité a dressé de vous. Écrivain, critique littéraire et enseignant, Boniface Mango Mboussa est aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes francophones des littératures africaines. Un savoir qu'il transmet depuis une quinzaine d'années, ici au Columbia Global Centers, un pôle d'université américaine basé à Paris. C'est un professeur à la fois passionné et passionnant. C'est-à-dire que son enseignement est très vivant, qu'il est passionné par la matière du cours et qu'évidemment il sait communiquer cet enthousiasme. Né en 1962 à Inkwele dans le centre du Congo-Brazzaville,
Boniface Mongombusa se passionne dès son plus jeune âge pour la littérature. Issu d'une famille modeste et très tôt orphelin de père, le jeune Boniface est d'abord élevé par sa mère. Après le décès de son père, je l'ai élevé seul parce que j'avais refusé d'épouser son oncle paternel. Et afin de protéger son fils des tensions familiales de plus en plus vives, la maman de Boniface le confie à sa grand-mère maternelle. Celle-ci, c'est sa grand-mère, elle s'appelait Ngazala Elise. C'est elle qui l'a élevée. Arrivé à Paris en 1991, après une maîtrise en littérature russe obtenue en Union soviétique, Boniface Mongombusa poursuit en France des études en littérature comparée. C'est donc tout naturellement qu'il participe avec quelques amis à la création de la revue Africulture. On s'est dit, mais il faudrait peut-être avoir une revue qui permette vraiment de poser la création contemporaine africaine comme une création qui a besoin aussi d'avoir un regard, d'être stimulée dans un échange avec des critiques, et que ce soit des vrais critiques. Après la publication en 2001 chez Gallimard de Désir d'Afrique, une anthologie des littératures africaines, Boniface Mongombusa parvient enfin à se faire connaître du grand public. Boniface, je l'ai rencontré, c'était vraiment un coup de cœur en 2002 quand il a publié Désir d'Afrique. Et c'est peut-être l'un de nos écrivains majeurs aujourd'hui parce que il essaie de renouer avec cette tradition d'essayiste entamée par Senghor, qui n'a malheureusement pas trouvé de successeur en Afrique francophone. Très attaché à l'héritage des pères fondateurs des littératures africaines, Boniface Mongombusa ne rate jamais l'occasion de se rendre chez Présence africaine, la maison d'édition fondée en 1947 par le Sénégalais Alioune Diop, un phare dont il s'inspire au quotidien. Cette africanité, nous parlons littérature, n'hésitez pas à réagir en allant sur notre site internet tv5monde.com ou alors en réagissant sur tous les réseaux sociaux disponibles. Boniface Mongombusa, un regard attendri d'abord, la famille et puis le regard sur l'œuvre. Oui, la famille, moi je viens d'une famille de femmes, il y a ma grand-mère, ma mère, ma sœur, ce sont mes trois grâces, oui. J'essaie d'être à la hauteur de tous leurs sacrifices. Les sociétés africaines sont matriarcales, contrairement à ce que beaucoup de légendes racontent. Et vous en êtes l'incarnation? Ah oui, ma grand-mère, vers la fin, elle me faisait peur, terreur. Vraiment, elle s'est tellement endurcie parce qu'elle s'est battue contre les hommes qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Son frère aîné, qui était donc mon grand-père, j'étais passé des vacances chez eux, ça s'est très mal passé. Et figurez-vous, quand son frère est mort, elle ne s'est pas rendue à l'enterrement. Donc, on l'oublie souvent, les femmes africaines sont très, très fortes. Nous savons de quoi vous parlez ici. Nous avons une représentante, une pharaone. À nos côtés, c'est Lise-Laure Etia. À nos côtés, c'est l'éditeur d'origine ivoirienne Kassia Semian, fondateur d'Aniboué, qui nous a rejoint. Vous vous connaissez, j'imagine? Non, moi j'ai vu le nom, mais je ne sais pas. On s'est rencontrés au Salon du Livre, mais il ne s'en souvient pas. Parce vous connaissez, vous connaissez son œuvre? Oui, moi je connais un peu son œuvre, oui. Le regard que vous portez? Pour moi, c'est l'un des meilleurs critiques littéraires de cette génération. Il est évident que tout ce qu'il produit dans les différentes revues sont lus, sont parcourus et sont adulés par tous les lecteurs. Donc, moi, je le connais, lui, il ne me compte pas. Mais c'est normal. Alors, Boniface Mongombusa, vous êtes orphelin de père depuis l'âge de 3 ans. 3 ans, oui. Comment est-ce que vous vous êtes construit sans père, justement? Oh, sans vous cacher, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que mon père avait une forte personnalité, donc il avait marqué certaines personnes de sa génération. Et souvent, quand je passais, on le présentait. Ah, vous vous souvenez, c'est le fils d'un tel. Alors les gens repartaient dans les souvenirs. Et je ne vous cache pas, quand j'étais jeune, je pleurais souvent. Mais j'ai été pris en main par des femmes très fortes. Et des gens qui me disaient, un homme ne pleure pas. Tu vois, je venais de pleurer, ils disent comme ça, il me retire, il me dit, un homme ne doit pas pleurer. Vous voyez, donc, dans quel état d'esprit j'ai été élevé. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, cela dit. Un homme ne doit pas pleurer pour les jeunes garçons. Mais vous dites dans ce livre, qui est votre premier, à être publié aux éditions Gallimard en 2005, que c'était votre deuxième naissance. Donc on reste dans la naissance. Pourquoi est-ce que ce livre a été pour vous si important ?
Parce que moi, j'ai des choses qui me mettent en rogne, parce qu'il y avait une jeune génération qui était sur la place parisienne, et chaque fois, je lisais dans les revues, Libé ici ou là, on disait qu'ils étaient fondateurs, qu'ils recréaient des choses nouveaux. À un moment, je me dis donc, c'est pas possible, quoi. On ne naît pas, on est des 80, mais cette littérature a une histoire, on a une mémoire. Quoi. Et vraiment, et parfois, les colères peuvent être fécondes. Moi, je tenais à dire, non, mais on a des racines, on vient de loin, on n'est pas né d'hier. Et de ce point de vue, ce livre était une seconde naissance parce que je ne disqualifie pas la jeune génération, mais je me disais que quelque part, on était assez injuste vis-à-vis de ces aînés qui ont lutté dans des conditions qui étaient terrible. Vous imaginez, Mongo Bettié a écrit son premier roman à 23 ans. Il fallait le faire quand même. Donc, il fallait revenir. Alors, vous avez prolongé avec l'Indocilité, qui est le deuxième tome à Désir d'Afrique. Toujours ce désir de donner la place à la littérature africaine. Oui, parce que vous vous souvenez peut-être pas, dans les années 90, il y avait des journaux comme l'Événement de jeudi, l'image qu'on avait de l'Afrique, c'était vraiment l'enfer sur Terre, quoi. C'était, de toute façon, on construisait l'Union européenne, l'Afrique c'était fini, etc., etc. Et on nous présentait comme la terre des catastrophes, le cœur des ténèbres. Il fallait montrer que l'Afrique est désirable. Il fallait montrer aussi que l'Afrique est indocile, parce qu'on rit beaucoup chez nous, malheureusement. Absolument. Et il fallait mettre ça, oui, il fallait mettre les mots sur cette partie de notre culture anthropologiquement. D'une certaine manière, vous rendez hommage à la génération des pionniers. Ah oui. Je me retourne vers vous, Kassia Semian. Vous avez été témoin, parfois même acteur au sein de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire, où se rencontraient les Césaire, les Senghor, etc. Est-ce que vous diriez que c'était mieux avant ? Je ne dirais pas que c'était mieux avant. Je dirais que c'était autre chose. Et comme le frère vient de le dire, il fallait absolument rendre hommage à ces aînés qui ont été au départ de notre littérature. On ne pouvait pas, comme ça, de Paris, décréter qu'il y avait une refondation qui ne venait de nulle part. Il y a eu quelque chose auparavant. Et je dirais que ces choses qu'il y a eu auparavant ont été pour nous fondamentales, parce que c'est ça qui a posé les racines même de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est en ça que nous on s'enracine. Je rappelle que Bernard Dadier, par exemple, est encore vivant. Il fête son centenaire cette année, votre compatriote. Absolument. Il fait partie de ces aînés avec Birago Diop, Léopold Sédar Senghor, etc., qui ont fondé cette littérature africaine. Absolument. Nous lui rendons d'ailleurs hommage avec un petit ouvrage que nous publions au mois de mars par M. Amondji, parce que Bernard Dadier, peut-être qu'aujourd'hui on l'a un peu oublié, mais en tout cas c'est le pionnier de la littérature ivoirienne et l'un des pionniers de la littérature même africaine. On lui rend hommage également du côté de la Maison Présence africaine, on en reparle certainement tout à l'heure. On vous retrouve, Kassia Semian, autour d'une discussion sur le statut du livre. Mais justement, quelle est la place des écrivains africains aujourd'hui, celle des nouvelles écritures et de leurs engagements? Je vous propose d'en parler après cet extrait d'une intervention de l'écrivain congolais Alain Mabankou, qui interpellait les écrivains et les artistes de son pays au soir du plus fort de la crise politique à Brazzaville et à Pointe-Noire. C'était en octobre dernier. Ça me fait pratiquement peur de constater que parfois le roman recoupe la réalité. Quand j'écrivais Ce petit piment, je ne savais pas qu'il y aurait des dizaines et des dizaines de milliers de petits piments qui sortiraient de la rue, qui marcheraient pour aller en quelque sorte exprimer quelque chose. Quand je vois les images comme celles qui sont diffusées là, des voitures cramées, ça me fait mal au cœur. Vous savez, tous les jours, je reçois des mots des jeunes qui m'écrivent en message privé. Oui, grand frère, on vous a entendu intervenir sur le Congo, mais on veut entendre beaucoup d'autres intellectuels parce que le débat est là. Ils me demandent, mais où se trouve Emmanuel Dongala ? Où se trouve Passy, que ce soit Dieudonné Nianguna, Wilfried Sondé. Je voudrais dire à ces amis artistes intellectuels congolais qui sont pour l'instant dans le silence que ce qui fait mal, ce ne sont pas ces atrocités qui se passent au Congo, mais c'est souvent le silence. Cette africanité, la voix d'un maître de la parole, on en revient dans quelques instants. Nous ont rejoint Bessora, écrivaine suisse-gabonaise, soyez la bienvenue. Merci. Auteur notamment de la récente BD Alpha Abidjan Gare du Nord, paru chez Gallimard, tout un programme. À nos côtés également Elgas, originaire du Sénégal, auteur chez Présence africaine d'un premier livre, Un Dieu
et des mœurs. On en reparle dans quelques instants. Boniface Mangombusa, on vient d'entendre l'appel à la résistance, si je puis m'exprimer ainsi, de M. Mabankou. Est-ce que finalement l'écriture reste la meilleure lame de l'indignation, éventuellement même de l'engagement? Non, je pense que surtout pas. Il y a le citoyen, qui est un citoyen comme tout le monde, qui a sans doute une sorte d'aura, qui peut réagir face à l'actualité, mais je pense qu'il faut dissocier parfois l'écriture de l'engagement direct, parce que souvent ça donnait des choses très fâcheuses. Mais en même temps, toute une génération, et on va se retourner vers ceux qui vous succèdent, ont appuyé leur combat sur la lecture de quelques penseurs, de quelques visionnaires qui ont couché leurs pensées, puisque l'homme pense dans des mots, sur des livres. Oui, et je crois qu'à l'époque, cette littérature, elle est née dans un contexte de revendication identitaire, de combat. Mais je pense qu'à partir du moment, si on veut que l'Afrique ne soit pas une région particulière, à partir du moment où s'ouvrent les médias, j'ai cru comprendre qu'il fait des billets d'humeur dans les médias, c'est là où il peut réagir et puis laisser la réflexion dormir, parce que ça prend du temps, comme tu dis, il faut de la nuance, alors que l'immédiateté, parfois, peut amener en tout cas c'est mon point de vue, à des suites fâcheuses. Alors justement, Bessora, dans cette bande dessinée, publiée avec le dessinateur Barou, aux éditions Gallimard, vous revenez sur un thème qui vous est cher, qui fait souvent l'actualité, c'est celui de l'immigration. Est-ce que pour vous, ce thème qui vous tient à cœur depuis votre premier roman, 53 cm paru en 99, est-ce que c'est une manière de s'engager, d'être, même si vous n'aimez pas qu'on vous prenne pour une porte-parole, une manière d'être la voix des sans-voix, quand même? Mais effectivement, je ne pense pas être une porte-parole et je ne me sens pas l'âme d'une missionnaire. Et cette BD, c'est en fait un roman graphique. Le sujet ne vient pas de moi, le sujet vient de Barou, qui se préoccupait de cette question parce que c'est une question d'actualité permanente. Et il m'a contacté pour travailler avec moi sur ce projet-là. Il était donc question que je fasse le texte. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais très peur justement du ton compatissant, du ton politique, du ton journalistique. Et finalement, j'ai choisi de l'écrire comme un journal de bord et je le vois vraiment comme une création artistique, comme une fiction qui rend le réel, mais c'est une création artistique, c'est tout ce que je sais faire. Elgas, vous, c'est un premier ouvrage, oui, une première œuvre. Vous y allez quasiment au vitriol. Vous pensez que déstructurer face à vous la pensée de certains qui placent sous le joug une portion de la population, c'est à vous de le dénoncer et que c'est aussi œuvre de citoyenneté à travers votre plume de dénoncer les affres de la société? Oui, le livre est ton support, comme la chanson peut l'être, comme la BD pour Madame. Alors, on véhicule des messages. On peut faire rire, on peut faire pleurer, on peut faire chanter. Et moi, j'ai pris... Vous faites beaucoup rire dans ce roman, Un Dieu et des mœurs. C'est un grand compliment que vous me faites. Ouais, non, on rit beaucoup, oui, mais on grince aussi des dents, et notamment du côté du Sénégal. Oui, il était important pour moi que le livre soit vivant. Alors, quand on vit... On rigole, on pleure, on s'indigne. Alors, j'ai essayé de condenser ça dans mon livre, mais avec une prise de position qui est exemple assez concret, forte. Vous indignez de quoi? Alors, je m'indigne, par exemple... La place de la religion, par exemple. Alors, je vais parler de la place de la religion par l'introduction du phénomène terrible que tout le monde connaît au Sénégal, les enfants des rues, les talibés. Oui. Donc voilà, je prends position parce que je pense que la littérature, à un moment donné, même si le désengagement est une posture assez confortable, on peut, dans le sillage des gens comme Mongo Betty, qui avait une insolence de pensée formidable et pourtant une virtuosité de plume, une fécondité dans l'imagination, on peut tout mêler. Donc c'est pourquoi moi j'ai essayé de convoquer tous ces ressorts, cette palette qu'offre l'écriture pour dire mon indignation et puis aussi pour adresser une invitation au débat au peuple sénégalais et au peuple africain par extension. Voilà, ce livre est une invitation au débat, c'est le message. Alors justement, en parlant de débat, Boniface Mangombusa, où en est la littérature africaine aujourd'hui? Plus de 50 ans après les indépendances, c'est de littérature qui a notamment été marquée par le mouvement de la négritude. Elle en est où? Je crois qu'elle est très vivante. Elle est faite partout dans le monde, elle est assez éclatée. Et je crois que c'est mieux pour le débat. On n'a plus une littérature unique comme à l'époque où il y avait des injonctions. Elle est très vivante, elle est différente, elle passe par le journal, elle passe par la BD, elle passe par l'essai. Et je crois que c'est tant mieux. Bessora, vous sentez une filiation avec quelques aînés tels que Mariam Abba, auteur d'une si longue lettre, entre autres?
J'ai beaucoup aimé ce texte, mais surtout lorsque j'étais enfant et avant même de songer à devenir écrivain, j'étais dans un collège qui s'appelait le collège Raponda Walker et nos classes portaient des noms comme 5e Birago Diop, 6e Bernard Dadier, 3e Mongo Bessi. Et je ne savais pas qui étaient ces personnages avant de découvrir leurs livres et avant parfois de les rencontrer, parce que j'ai eu la chance de rencontrer notamment Mongo Bessi il y a une quinzaine d'années. Et j'ai même dîné avec lui et j'étais très, très, très émue pour l'avoir connu avant de savoir qu'il était écrivain, l'avoir lu ensuite et l'avoir rencontré. Alors, vous appartenez à la génération qui aujourd'hui édite celle de la migritude avec Mabankou qu'on a vu tout à l'heure, Samy Tchak, Fatou Diom, Calix Beyala. Mais vous restez les uns et les autres attachés à vos pays d'origine, justement. Vous évoquez là le Gabon. Pourquoi cet attachement Le canton de Berne aussi. Je suis très attachée au canton de Berne. Vous êtes suisse-gabonais. C'est une réponse suisse. Donc, je ne savais pas que j'appartenais à la migritude, mais pourquoi pas, moi j'endosse toutes les étiquettes. C'est un néologisme qui contracte négritude et voilà, migration. C'est un mot valise. Ouais. Mais je suis attachée à des personnes, à des textes, plus qu'à des concepts, à des sensations, à des souvenirs, à des mémoires qui sont parfois des mémoires individuelles ou des mémoires collectives, mais c'est quelque chose d'assez flottant qui circule et qui n'est pas statique. Alors j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui nous regardent. Lisez, parce que vraiment, il n'y a rien de mieux que la lecture. À l'heure où l'on commémore le 30e anniversaire de la disparition du savant, chercheur, écrivain, égyptologue Cheikh Anta Diop, est-ce que vous projetez votre écriture dans l'engagement et dans une forme de responsabilité générationnelle ? En direction de cette jeunesse. C'est une grande ambition. Alors, je ne suis pas encore à ce niveau-là. J'observe. C'est pour ça que je parle de projection. Oui, la projection. Cheikh Anta Diop, c'est un grand nom. Alors, il ne faut pas que son héritage soit kidnappé par quelques-uns qui sont un peu, je veux dire, dans une attitude zélée de célébration et d'idolâtrie. C'est un scientifique, il faut lui rendre honneur, hommage, mais le grand honneur qu'on peut faire à un écrivain, c'est de le lire et de le discuter. Et je pense que basculer dans une figure de gourou en parlant de Cheikh Anta Diop, c'est quelque chose d'assez problématique. Moi, je l'ai lu. C'est assez ardu, c'est impénétrable, c'est des travaux de scientifiques, donc ça demande, ça requiert un certain bagage pour pouvoir perforer l'œuvre. Je pense que vous ne mettrez pas tout le monde d'accord sur cette question parce qu'il y a une véritable appréhension de Cheikh Anta Diop, il y a les American African Studies, il y a toute une génération de gens qui ont repris l'affiliation avec l'Égypte antique. On ne va pas faire ce débat-là, mais c'est une histoire de chapelle peut-être. Mais on va quand même rappeler... Un dieu et des mœurs paru chez Présence africaine pour Elgas, Alpha de Bessora et Barou aux éditions Gallimard, mais il y a aussi Cyrano, votre dernier roman paru chez Belfond. Bon retour en Suisse. Merci, mais j'y retourne pas du tout. Mais vous l'emportez avec vous, c'est ce que je voulais dire. À très bientôt. Merci ici ou ailleurs. Alors, quid de la distribution et de la circulation du livre en Afrique? Je vous invite à découvrir à Abidjan ce reportage tourné il y a quelques années, mais qui est très instructif. C'était au siège des Nouvelles Éditions ivoiriennes, une maison d'édition locale fondée en 1992 qui tente, comme de nombreux autres, de survivre dans un environnement particulièrement hostile. Regardez. Exceptionnellement, l'équipe de production des Nouvelles Éditions ivoiriennes fait aujourd'hui quelques heures supplémentaires, et pour cause. Là, nous travaillons sur la réédition du manuel de Amadou Patiba, dénommé Kaïdara. La réédition de Kaïdara, l'un des plus célèbres classiques de la littérature africaine, sera financièrement rentable en librairie. En effet, elle est destinée à des milliers d'élèves d'Afrique francophone. Dans ce contexte de crise de l'édition, c'est la production de manuels pédagogiques qui fait vivre les Nouvelles Éditions ivoiriennes. C'est une matinée ordinaire dans une librairie d'Abidjan. Des allées des Réunions sont parfois désertes. Il faut dire qu'ici, ne fréquente les librairies qui veut, mais qui peut. Ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Je ne pense pas que le facteur prix soit l'élément qui freine ces lectorats-là. Il y a, à mon sens, un problème environnemental. Je veux dire un problème, donc, politique, de volonté politique. Il y a quelques années, Isaïe Biton Koulibaly, auteur ivoirien à succès, publiait La puissance de la lecture. Sa thèse est simple, le sous-développement de l'Afrique est dû avant tout au peu d'intérêt des Africains pour les livres. Si vous voyez que l'Afrique ne se décolle pas,
c'est un problème essentiellement de la lecture. On pense que ce sont des problèmes d'économie, des problèmes monétaires, mais c'est archi faux. Les gens ne lisent pas en Afrique. Tous les peuples qui ont réussi sont des peuples qui lisent énormément. Mais l'édition, c'est aussi la promotion des livres. Pour les éditeurs africains, le peu d'intérêt des médias internationaux pour le livre édité en Afrique est une source de frustration. Dès que c'est fait en France, c'est prisé. Et quand c'est fait ici, eh bien là aussi, on jette un regard, je dirais même négatif, puisqu'on n'en parle pas du tout. Il faut donc sauver le livre africain de langue française au nom de l'ambition francophone. Alors cette thématique reste, j'imagine, d'actualité. Elle divise. N'hésitez pas à réagir sur notre site tv5monde.com ou sur les réseaux sociaux. Carte blanche tout à l'heure à la princesse Esther Kamatari, ambassadrice de la Maison Guerlain, et un déjanté artiste génial, créateur de swing, pop. Il s'appelle Féfé. À l'heure où nous accueillons sur ce plateau Marie Cattier, soyez la bienvenue. Vous êtes attachée de presse pour la maison d'édition prestigieuse Présence africaine. À nos côtés, Kassia Semian, que nous avions déjà accueilli tout à l'heure, fondateur quant à lui d'Aniboué. Alors, Marie Cattier, pourquoi, on vient de voir ce sujet, pourquoi les gens ont toujours autant de difficultés pour acheter des livres? Ils ont des difficultés déjà, à mon sens, à acheter le livre parce que la lecture n'est pas une lecture plaisir. 80% des libraires en Afrique francophone ont au sein de leur librairie une majorité de livres scolaires. Et c'est vrai qu'il y a une faible quantité de livres non scolaires. Ensuite, je pense que les politiques ont aussi un grand rôle à jouer dans cela. Il n'y a pas de politique, déjà il n'y a pas de politique du livre et il n'y a pas de politique culturelle, à mon sens. Et si vous observez bien, si vous voyagez, je sais que vous voyagez beaucoup, quand vous vous déplacez dans différents pays de l'Afrique francophone, je précise, la plupart des événements culturels, que ce soit les concerts, pour sortir de la lecture, les concerts, les expositions et donc la lecture, sont organisés par les instituts français et les coopérations. Donc ça pose, vous envoyez plusieurs problématiques en même temps. J'ai vu que ça réagissait, Kassia Semian, offre insuffisante, faible taux d'alphabétisation, absence de professionnels. Et le numérique, on n'en parle pas, c'est un mirage. Quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne marche pas ? On peut pas, pour ce qui concerne l'Afrique, on ne peut pas accuser le numérique, d'autant plus que le numérique est très peu présent dans les foyers ou au niveau même de ceux qui savent lire. Mais je pense que ma collègue Marie Cattier l'a évoqué, il y a une absence totale de politique culturelle, politique du livre. Une grande ville comme Abidjan, pour ne parler que d'Abidjan, les bibliothèques sont absentes dans les quartiers. Il y a une bibliothèque principale qui est vide. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des priorités de nos pouvoirs. Et vous savez que la lecture, c'est aussi une question d'habitude culturelle. Si un enfant n'a pas vu de livre chez lui, il n'aura pas le réflexe d'aller dans une bibliothèque ou dans une librairie pour se procurer le livre. Il ne faut pas non plus éluder la question du pouvoir d'achat. Je sais que ce n'est pas la principale raison pour ce qui concerne Abidjan et d'autres pays, mais ça y joue. Un livre qui part de Paris en Afrique, le prix est élevé pour les faibles bourses de nos concitoyens sur place. Alors, tous ces problèmes-là font que la lecture c'est pas une priorité de la population qui pense d'abord à se nourrir, à manger. Et Marie Cattier le soulignait aussi, quand vous voyez tout ce qui est fait pour la promotion de la culture, c'est en général les centres culturels. C'est quand même dommage que de grands pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le centre culturel français qui s'occupent de la promotion de la culture, comme si on n'avait pas de responsables politiques conscients de ce problème-là. Alors, Boniface Mangombusa, est-ce que la situation est aussi catastrophique dans les pays anglophones ou pas du tout? Non, je ne pense pas.
Je pense pas, il y a des dynamiques. Par exemple, le Nigeria est un pays qui est très, très dynamique sur ce point-là. Et il y a eu même des initiatives d'édition par les écrivains eux-mêmes. Ken Saro-Wiwa qui a été pendu, son livre, Sans Boy, il a édité lui-même. Et donc, non, au Zimbabwe, la foire du livre de Zimbabwe, bon, maintenant, Mugabe, ce n'est plus terrible, a révélé des écrivains comme Tchandjar Ove qui sont... qui est décédé. Qui était décédé. Marie Cattier, le catalogue que vous défendez a des valeurs patrimoniales extraordinaires. Hein. Présence africaine, c'est les plus grands noms, Mongo Betty, Aimé Césaire, Glissant, William Sassine, Jean-Paul Sartre, j'ai même vu Picasso, il y en a d'autres. Comment est-ce qu'on les valorise? Comment est-ce qu'on valorise un tel vivier? Et en même temps, j'ai envie de vous dire, un peu en ricochet de ce qui a été dit tout à l'heure, l'indexation sur les centres culturels, c'est pas toujours la faute des autres, mais vous attaquez aussi les médias à qui vous reprochez de ne pas contribuer à vivifier justement ce patrimoine. Bon, je ne vais pas vous faire ce procès aujourd'hui à TV5, puisque lâchez-vous. Vous me recevez. Non, mais lâchez-vous. Donc... Soyez tout aise. Ça dépend, il y a médias et médias. Si il y a TV5 Monde et les autres. On a compris. Bon, maintenant, là, pour parler bon français, c'est quoi l'histoire, ma soeur? Alors, si je m'adresse, on va parler clairement, si je m'adresse aux médias caucasiens, hein, non communautaires. Par exemple, j'envoie un service de presse à Elle Magazine. C'est vrai qu'on est beaucoup moins représenté, quasi inexistant. Bon, après, c'est une guerre de gros éditeurs, c'est encore un autre débat. Mais quand je pense aux médias qui sont sur place, par exemple, je prends l'exemple du Sénégal, parce que je connais plus ou moins, il n'y a pas de critique littéraire. Dans les journaux, il n'y a pas de magazine, par exemple, dédié à la littérature. Les émissions littéraires, elles se comptent sur les doigts de la main. Il y a Sada Khan qui a une émission. Mais dans les autres pays de l'Afrique francophone, il n'y a pas... Les médias se désintéressent totalement. Ok, d'accord. Donc, d'accord livre. sur le constat, mais moi, j'ai envie de renverser le miroir et de vous envoyer à vos propres turpitudes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une défaillance des éditeurs entre vous, à mieux de synergie, plus de convergence, plus d'associations? J'imagine qu'il y a des tentatives, parfois avortées, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi inverser le sens de la vapeur en regardant dans cette direction? Si, c'est possible. Et c'est possible de se... Il y a eu des tentatives sur Paris, hein, les petits éditeurs que nous sommes. On a essayé de se regrouper, ne serait-ce qu'avoir un outil de diffusion. Parce que tout le problème repose là. On peut sortir des livres, mais si ces livres ne sont pas dans les librairies et que les bibliothèques ne les connaissent pas pour les commander, on n'avancera pas. C'est un peu le rôle des diasporas aussi. Oui, mais on a fait des tentatives. Mais sur Paris, vous savez, les difficultés des uns et des autres font que c'est très difficile. Et les médias ne nous aident pas non plus. Ça, il faut le dire. Ils préfèrent parler d'un livre qui a eu presse quelque part déjà avant de parler d'un auteur qui est inconnu. Bon, alors parlons d'aujourd'hui. Pour conclure, Bernard Dadier, c'est un point de convergence, c'est un nègre fondamental de la littérature. Comme dit et chez vous, à Présence africaine, il y a tout un tas de festivités qui lui sont dédiées. Alors, il y a des festivités qui vont se dérouler à Abidjan. Je tiens à préciser qu'ils ne sont pas organisés par le gouvernement ivoirien, je le dis là, devant tout le monde. Bon, bref. On va faire une autre émission. Je crois qu'il y a des comptes à régler avec notre sœur, les centres culturels français, les gouvernements, etc. Non, il y a des choses qui sont prévues, bien heureusement, et donc c'est sur tout le long de l'année de 2016. Car on célèbre son centenaire. J'ai vu aussi que vous avez fait paraître un ouvrage, une nouvelle génération de romanciers africains, hein, Waberi, Efoui, Tchak et Bodé. Donc la nouvelle génération est vivifiante et donne de l'espoir pour la suite de la littérature africaine. Absolument, il y a du vivier. Merci à vous d'être venu partager votre réflexion autour de ce qui fait la sève de toute civilisation, l'écriture, la pensée. Je propose à présent de porter un regard sur un tour d'horizon de l'actualité, c'est notre ZAP Africanité. Il m'accuse de sorcellerie alors que je suis un guérisseur. Elle est où la sorcellerie dans tout ça? Le droit de l'apartheid n'est pas le droit. Pourtant avec toi il respecte la loi. Je suis moi Québec et je suis toi. Et ensemble, célébrons nos
différents accents au lieu de mettre l'accent sur nos différences. On arrête de se prendre la tête, on prend les 4x4, on va voir les chefs de village et on avance. Dis-lui qu'on a pris beaucoup de risques pour venir ici. Il avait promis qu'il y aurait des enfants, il n'y a pas d'enfants. S'ils nous les confient, c'est à 100%. Il faut bien qu'ils sachent qu'ils les reverront jamais de leur vie. Il y a toute l'humiliation de cette ingérence. Sur place, on a tourné le film avec des Tchadiens qui me disaient « mais on est fiers de faire ce film parce que c'est un film qui dit combien on s'est foutu de nous, en fait ». Une foule nombreuse s'est rendue aujourd'hui au stade des Martyrs où est exposée la dépouille de la chanteuse. Ambiance festive, musicien sur scène. Marie Missamou était une chanteuse chrétienne au style gospel. C'était une icône en RDC. Le travail de la jeune franco-marocaine était encore exposé il y a quelques jours à la Maison européenne de la photographie à Paris. Je milite en utilisant un langage artistique, mais la photographie, pour moi, c'est un moyen de parler de réalité. Le documentaire fait le choix de montrer les islamistes radicaux tels qu'ils sont, laissant la parole aux théoriciens du terrorisme. Depuis que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez vous-même. Ici, même les petites filles sont voilées à plus forte raison, les grandes personnes. Tu ne verras jamais un lieu de bière, tu ne verras jamais une discothèque, une boîte de nuit. Tu te trompes, tu te fourvoies, ok? Des clés sacrées, 14 exactement, celles des mausolées de Tombouctou. Ces mausolées avaient été saccagés lors de l'invasion des djihadistes en 2012. Ils y voyaient de l'idolâtrie. Qu'il s'agisse du musicien Bassekou Kouyaté, de la talentueuse Baba Nikone, ou encore des très populaires Amadou et Mariam, tous ces grands artistes ont accepté de partager pour la première fois la même scène. Ils ont célébré le temps d'une soirée, un Mali aux richesses inépuisables et qui résiste à l'obscurantisme de ses ennemis. Ça pétille en africanité. De nombreuses autres personnalités nous rejoignent dans quelques minutes. Gérard Noiriel, il est l'auteur du livre Chocolat qui est adapté au cinéma, on en reparle dans quelques instants. Mais j'accueille avec votre bénédiction la princesse Esther Kamatari. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Je vous présente Boniface Mongoboussard. Bonjour princesse. Cher Boniface, comment allez-vous? Ça va. Bienvenue, vous êtes ambassadrice de la maison Guerlain. Alors je ne sais pas comment l'on doit vous appeler, vous êtes une authentique princesse, parce qu'il y a beaucoup de noms usurpés, on entend je suis princesse de ci, de ça. Ce n'est pas votre cas, vous êtes membre de la famille royale du Burundi, et votre histoire personnelle se confond avec l'histoire du pays. Votre père était le frère du roi, vous avez donc connu son assassinat. C'est une tragédie familiale, mais vous avez également connu la chute de la monarchie burundaise. Oui, absolument. Mais il y a un proverbe chez nous qui dit qu'on ne peut pas se casser la jambe lorsqu'on est assis par terre. Donc, il faut se relever et commencer à avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, mais avec un atout extraordinaire, c'est l'éducation. Alors, comment doit-on vous appeler sur ce plateau? Sa Majesté, Son Altesse Sérénissime? Sa Majesté est une promotion, je me contenterai de princesse. Alors, je vous reconnais la authentique princesse. Vous êtes aussi l'une des premières top modèles à s'être noire, à s'être imposée à Paris. Absolument. À l'époque, vous n'étiez pas nombreuses. Et ça a dû être un vrai combat aussi. Mais le combat, on ne se rend pas compte. C'est après qu'on se rend compte que c'est un combat. Mais on était là, j'étais là au bon moment, au moment où on sentait qu'il y avait un changement qui s'opérait. Une sorte de révolution. Une sorte de révolution, mais encore une fois, cette révolution a pu se faire parce que j'avais l'éducation. Parce que finalement, c'est qu'avec l'éducation, on peut arriver à transcender, arriver loin. Princesse, nous allons en reparler. Votre pays d'origine, le Burundi, est traversé par des tourments. Ça ne vous laisse pas insensible? Bien sûr que non. Je suis vraiment, vraiment désolée. C'est vraiment très triste. Aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous êtes l'ambassadrice d'une marque célébrée dans le monde entier. C'est la marque Guerlain. Et la maison Guerlain. La maison Guerlain, on se l'est dit. Alors, mais surtout, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous avez accepté d'être justement ambassadrice. Ils se rappellent un peu les propos racistes qui avaient été tenus. On ne va pas revenir sur l'histoire en 2010 par Jean-Paul Guerlain. Alors, est-ce que vous comprenez que certains disent que vous êtes un peu la caution noire de la maison Guerlain?
Mais une caution royale comme moi. Elle est magnifique. Avec une authentique princesse. C'est quand même mieux d'avoir une caution royale qu'avoir une caution ordinaire. Mais je ne suis pas une caution. Et d'une part, parce que ma rencontre avec Guerlain se fait d'une façon exceptionnelle, elle se fait à Montfermeil. Parce que le groupe LVMH est présent à Montfermeil, où nous accompagnons des jeunes, etc. Je forme des jeunes à l'élégance, à la culture de l'élégance et de la prestance. Et c'est cette rencontre qui a fait que nous nous sommes rencontrés. Et puis si on revenait sur cette histoire, il n'y a pas que les Noirs qui souffrent, il y a aussi toutes les personnes qui travaillent chez Guerlain. Il y a des Noirs, des moins Noirs, mais je pense que chacun est responsable de ses propres dires. Donc on dit que quand il y a un mangeur de chiens dans une famille, on dit que tout le monde mange le chien. Non, Monsieur Guerlain a prononcé cette phrase malheureuse pour laquelle il a été non seulement condamné, mais en plus de ça, il a présenté ses excuses. Nous étions en 2011, aujourd'hui nous sommes en 2016. Donc, fin du chapitre. Absolument. Et puis, qui est mieux que Guerlain pour me donner la possibilité d'être la plus belle et la plus jeune possible. Depuis que vous êtes arrivé sur ce plateau, il y a un parfum de jouvence qui s'est installé. Je regarde les yeux qui pétillent de notre invité, Boniface Mongoboussa. Vous êtes sensible à cette fragrance? Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors justement, princesse Esther Kamatari, en quoi consiste ce rôle d'ambassadrice auprès de la maison Guerlain? Eh bien, ce rôle consiste à être le porte-parole des valeurs de la maison, qui sont l'excellence, la transmission, la culture du beau, et cette excellence dans le savoir-faire, et puis surtout de provoquer l'émotion chez toutes les femmes. La beauté est universelle et les Noirs en font partie. Absolument. Et il y a de l'engagement, Lise-Laure. C'est-à-dire que vous voulez dire que la maison Guerlain aujourd'hui travaille pour les peaux noires. C'est quoi exactement? Parce que là, c'est très général. La maison Guerlain, depuis 1828, fabrique, réfléchit, innove tout ce qui peut rendre la peau la plus jolie possible. Et les Noirs ont... En fait, être noir, quelle est la différence entre une peau noire et une peau blanche? Une seule chose, c'est la mélanine. Les Noirs, nous avons un sac dans lequel il y a de l'encre. Et c'est cette encre qui sort à chaque fois que notre peau est agressée par la lumière, par tout ce que vous voulez. Dans la peau blanche, il y a le même sac, mais avec des noyaux, qui, eux, réagissent quand il y a une information. Donc, quand M. Guerlain, en 1828, et même plus tard, a commencé à faire les soins, à mon avis, il n'y avait pas beaucoup de Noirs à côté. Non, ça certainement. Donc, voilà. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et puis beaucoup de choses que fait Guerlain, sont compatibles avec la peau noire. Après, on viendra évidemment sur le maquillage, mais au départ, le soin qu'on apporte à une peau blanche est le même qu'on apporte à une peau noire, avec des spécificités, ce qu'on a toujours dit, la peau noire, elle est épaisse. Moi, je voudrais rencontrer la personne qui dit que c'est épais. Parce que finalement, ce sont des mots qui font des mots. Absolument. Et la peau noire, elle a cette spécificité de mélanine, mais elle a surtout un besoin d'être hydratée différemment, parce qu'il faut qu'elle soit hydratée à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur. Pour être aussi belle que la peau que vous avez, c'est le Non, top modèle qui parle, je avec vous sa assure. belle Regardez, peau. Alors un combat est Regardez volontaire. ça. Regardez, Voilà. regardez. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Ça. Dites-nous. Ça. Il n'y a rien de plus télévisuel que de faire partager qu'est-ce que vous sentez, une Boniface? saveur. Dites-moi. Séance de massage. Voilà. Vous êtes une ambassadrice à perpétuité du charme et de l'exquise féminité. Mais on va vous faire réagir. On vous laisse avec votre voisin. Voilà. Vous avez des choses à partager, à mon avis. Est-ce qu'on peut parler cinéma pendant ce temps? 2 films sortis en France. Chocolat, on va y revenir dans un instant. Mais vous avez également pour nous regardé Fla, qui signifie faire l'amour. Voilà. Dans quelle langue? On n'a rien dit. Je ne sais pas, je vous laisse choisir la langue. Mais Fla, ce film qui a été réalisé par Jean Carénard, qui est franco-haïtien, et qui parle en fait de 3 destins qui se croisent. Un rappeur qui s'appelle Ousmane, qui est un peu indécis, qui sort en même temps avec Laura, qui est enceinte de lui, et avec la sœur de Laura qui sort de prison et qui veut... Un polygame qui ne dit pas son nom. Hein. On peut dire ça. Et donc, c'est une histoire un peu confuse, mais qui est passionnante. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Dans
il se fout de nous, là. Il est au téléphone, il fume les cigarettes. Non mais ça va, on n'est pas pressé, tout va bien. Et tu vas te rembourser comment tes 20 000 toi? Eh ben, on va gagner de l'argent en vendant de l'album. Ah bon? Je me la pète un peu parce que je suis vexé des précautions que tu prends pour pas qu'on dise à ton gosse, ton père est vilain, maman avait bu. Ça m'enrageait de savoir que je pouvais être père contre mon gré. Mais là, je le veux. Je me vois pas du tout élever mon gamin dans cette ville de taré. Je voulais pas venir, j'en ai rien à foutre des palmiers, j'en ai rien à foutre de la mer. Tu m'as forcé à venir. Qu'est-ce qu'il fait comme un artiste de quoi? J'en écoute du rap, hein. Franchement, je mange du rap, je bois du rap, mais je te connais pas. Donc tu sors d'où, la Star Academy? T'as pas retenu en première position, c'est ça? Cette africanité que vous écoutez, parce que vous pouvez aussi écouter ce qui est dit, et vous pouvez relire, aller tweeter, aller sur Internet, sur notre site internet tv5monde.com. Alors, pour ne pas faire crime de lèse-majesté, on revient sur ce film, Fla, qui donc est toujours en salle en France. En fait, il a été diffusé dans une petite salle indépendante, donc on espère que ça va continuer pour ce jeune réalisateur. Mais moi, ce que je voulais en parler, parce que je trouve que c'est un jeune réalisateur, il a 30 ans, qui va au bout de ses convictions. Il fait un cinéma pas ordinaire, il casse les codes, il raconte plusieurs histoires en une, et je pense qu'il a choisi le chemin le plus difficile et qu'il faut le soutenir. On poursuit cette page cinéma avec l'évocation de la sortie du film Chocolat à travers le reportage réalisé par nos confrères de France Télévisions. Voici le roi nègre canard. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown. Celle d'un homme noir travaillant dans un cirque et d'un clown. Nous sommes en France à la fin du 19e siècle. Dès ses débuts, le duo va faire un malheur. D'un côté le noir, surnommé Chocolat, de l'autre le blanc, appelé Foutit. Tous deux ont vraiment existé et révolutionné le monde du cirque. Foutit et Chocolat, c'était quelque chose d'énorme à l'époque, et tout ça a été totalement oublié. Donc ça, c'est une des motivations. On a envie, nous, quand on découvre l'histoire, on est complètement émerveillé et fasciné par cette histoire. Donc forcément, on a envie de la raconter. Le vrai Chocolat, c'est lui. Et le voici avec son acolyte. Premier artiste noir, dans un monde de blanc, il devient la coqueluche du tout Paris. Croqué par Toulouse-Lautrec. Filmé par les frères Lumière. Un incroyable destin pour cet ancien esclave né à Cuba. Pour incarner le clown Foutit, un artiste emblématique, James Thierry, petit-fils de Chaplin et chorégraphe du film. On a dit, bon bah, il faut qu'on sorte ces deux fantômes, mais qu'on les fasse revivre. La difficulté, elle était là, c'était de partir de la base de ces numéros, qui sont des numéros quand même qui datent d'un siècle, et de se dire, oh, il va falloir quand même prendre cette base-là et essayer de faire un numéro, si possible, drôle. Mais plus hauts sont les sommets, plus durs est la chute. Chocolat finira sa vie dans la misère et oublié de tous. Aujourd'hui, ce film lui rend un bel hommage. Le film Chocolat à découvrir sur grand écran, il est à l'affiche en ce moment. Pour en parler, nous accueillons Gérard Noiriel. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Chocolat, paru chez Fayard. Vous êtes également chez Bayard. J'ai dit Fayard ? Je voulais tester votre vigilance. Dit-il avec foi et mauvaise foi. Mais chez Bayard, ouais, je sentais chez vous la résistance chevillée au corps. Et vous êtes également... Bon, Bayard. Vous êtes également commissaire d'une exposition à Paris que vous consacrez à ce personnage, on peut le dire, et c'est un euphémisme, oublié de l'histoire. D'abord, première question, est-ce que pour vous, le film, dans son adaptation, est fidèle au livre ? Disons qu'il est fidèle à l'esprit, c'est-à-dire à l'histoire, parce que ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est de voir un homme qui vient de très loin, puisqu'il était esclave à La Havane, et qui est dans une logique d'émancipation, avec des moyens qui ne sont pas les moyens des intellectuels, puisque quand il arrive à Paris, il parle le créole havanais, il est analphabète, et donc il utilise son art pour s'émanciper. Donc c'est ça qui est, je pense que le film est fidèle à cet esprit-là. Ensuite, il y a des libertés prises avec la véritable histoire, mais c'est normal, puisque c'est une fiction tirée de la réalité.
Alors moi, j'ai regardé l'expo, ce qui m'a vraiment choqué. On apprend beaucoup de choses. Hein. On apprend que Chocolat était le premier clown thérapeute de France. Mais ce qui m'étonne, c'est que toute sa vie, il s'est appelé Chocolat. Son fils, après, s'est d'ailleurs surnommé Tablette. C'est un peu bizarre. Alors ce que je voudrais savoir, c'est comment, d'ancien esclave, comment il arrive au cirque, en fait. C'est une histoire voilà, tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est vendu à l'âge de 10 ans à un maître espagnol, une plus riche famille de Cuba, qui l'emmène dans un village près de Bilbao, où il est engagé comme valet de ferme, dans la ferme de la mère de cet Espagnol. Et là, ce que j'ai appris, parce que j'ai retrouvé les descendants, hein, j'ai fait une enquête, je raconte dans le livre, qui a duré 6 ans, et j'ai retrouvé les descendants aussi de la famille qu'il avait achetée. Et c'est ce descendant qui m'a raconté que, comme ces villageoises donc, du Pays Basque n'avaient jamais vu de noir, ils ont entrepris de le blanchir avec une brosse pour les chevaux. Et il a fui ces vices, quoi. Et il s'est engagé dans les mines, il a travaillé dans les mines, sur le port. Puis finalement, il est entré au service d'un clown anglais qui s'appelait Tony Grice, qui n'est pas encore foutite. Et ce clown a été recruté à Paris, dans un lieu prestigieux qui s'appelait le Nouveau Cirque. C'est à ce moment-là que donc... Chocolat, Raphaël, moi je dis Raphaël, hein, parce qu'il n'avait qu'un prénom, il n'a pas de nom de famille, est devenu Chocolat, surnommé Chocolat parce qu'à l'époque, il y avait très peu de Noirs à Paris, et on les appelait soit de Bamboula, soit de Chocolat. Donc c'est un nom générique qui lui est resté comme nom personnel, si vous voulez, ce qui était très choquant, évidemment. Donc il y a, et 2 ans après son arrivée, il s'impose dans un spectacle qui s'appelle La Noce de Chocolat. Et il s'impose pour son talent. C'est toute l'ambiguïté de ce personnage qu'on voit bien aussi dans le film. C'est-à-dire, d'un côté, il est célèbre parce qu'il y a peu de noirs, on se moque de lui. Mais d'un autre côté, il a du talent. Il montre au public français, pour la première fois de l'histoire, une culture qui vient des esclaves afro-américains, dans la danse, dans la gestuelle, dans le mime aussi, qui va marquer son époque. Et il introduit donc une histoire qui, après, évidemment, il y aura Joséphine Baker, il y aura le jazz, etc. Mais c'est lui le premier. Donc, Foutite et Chocolat ont eu une carrière parce que Chocolat avait du talent, vous venez de le dire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces descendants que vous avez retrouvés? Oui. On sait un peu d'où ils venaient, Chocolat, quelque part en Afrique, ne serait-ce que la région. Alors ça, j'ai pas trouvé. J'ai travaillé avec des collègues qui sont spécialistes de l'histoire de l'esclavage à Cuba. Ils ont cherché, ils ont fait... Mais on n'a pas retrouvé l'acte de vente qui nous aurait permis peut-être de retrouver sa généalogie. On la connaît, je dirais, en aval, c'est-à-dire que Raphaël a rencontré une Picarde qui s'appelait Marie, qui était mariée avec un monsieur qui s'appelait Grimaldi, qui était corse. Elle a divorcé et avec ses 2 enfants, elle a vécu avec Chocolat et il les a élevés et il en a fait des artistes de cirque. Et le fils est devenu un des plus grands clowns français aussi dans les années 20 sous le nom de Chocolat Fils. Et voilà, alors il y a tout eu après des conjectures pour savoir si c'était le vrai fils de Raphaël. Celui qu'on appelait Tablette ? Oui, c'est celui qu'on appelait. J'ai fait juste une explication pour Liselotte, que Tablette de chocolat, c'est parce qu'il avait des abdos, en fait. Comme elle ne comprend pas. Alors, juste deux réactions quand même, parce que c'est intéressant. Boniface Mangamboussa, voilà un terreau fertile de la littérature qui est transposé à l'écran. On parle de littérature africaine aujourd'hui. Là, certains disent qu'il y a trop de clichés ramassés. Quel est le point de vue de l'essayiste et critique littéraire que vous êtes ? Non, je pense que ça, c'est intéressant parce qu'on a parlé de Joséphine Baker, mais on peut parler aussi de l'histoire nègre. Je pense que tous ces mouvements-là ont été précurseurs un peu de l'histoire de la littérature plus tard. C'est-à-dire cette présence africaine sur la scène parisienne qui, à l'époque, était la scène mondiale. Vous avez vu le film Princesse ? Oui, j'ai été le voir hier. Parce que je n'imaginais pas venir à cette émission sans pouvoir répondre, avoir l'air honnête. Nous connaissons là toute votre majesté, mais vous ne l'aurez jamais. Même si c'est emprunté, vous n'aurez jamais l'air. Merci beaucoup. Et je suis sortie, j'étais très en colère. Très en colère, il y a des scènes qui m'ont ému, voilà, notamment quand il est frotté. C'est une scène absolument horrible. Vous m'avez même dit à ce sujet que vous aviez envie de taper tous les blancs. De taper tout le monde. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est finalement, nous vivons dans un système où on vous met dans une case, et si vous essayez de sortir de cette case-là, on vous tape sur la tête. Donc, ce qui lui est arrivé à lui. Oui, mais aujourd'hui, de la même façon que vous soyez... Être noir n'est pas forcément une exclusivité dans cette histoire. Donc vous pouvez être handicapé, vous pouvez
différents en tout cas. Musulmans. Ou musulmans, ou femmes, ou je ne sais pas, ou martiens. En tous les cas, nous vivons dans une société qui vous a placé dans un endroit, dans une case, et on ne veut pas vous permettre d'en sortir. On le voit d'ailleurs dans l'histoire quand il joue Othello. Voilà. Il est extraordinaire dans Othello, mais c'est le public qui se lève en disant « Non, là, toi, t'es chocolat, reste chocolat ». Donc, voilà, on vit dans... Vous comprenez cette réaction? Oui, c'est d'ailleurs, c'est l'expression en français « être chocolat ». Ça veut dire être trompé, berné. Ça vient d'un sketch de Foutit et Chocolat. Et donc, si vous voulez, c'est ça le drame de son histoire, c'est que finalement, il voulait se faire un nom grâce au spectacle vivant et il n'a fait qu'un adjectif, être chocolat. Donc, oui. Et pourquoi il va mourir dans la misère, Chocolat? Parce qu'après avoir connu l'apogée, au début, ça correspond en gros à l'exposition universelle de 1900, après, il y a un déclin, il va finir dans la misère. Et il choisit le théâtre, c'est pas le choix du théâtre? Il choisit le théâtre, oui, parce que pour lui, si vous voulez, le drame de sa vie, c'est de se dire, est-ce que je suis célèbre parce que les Blancs se moquent de moi parce que je suis noir, ou est-ce que c'est parce que j'ai du talent? Et il va vouloir résoudre ce problème-là en disant, je passe du cirque au théâtre, parce que si je suis reconnu comme comédien de théâtre, le théâtre c'était très prestigieux à l'époque, là je saurais que c'est pas... Boniface. Oui, je dis que c'est une question très complexe, très ambiguë. Il y a cette face-là, mais en même temps, c'était des stratégies aussi pour exister. Par exemple, c'est le cas de Josephine Baker, qui était une fille très, très intelligente, mais à un moment, il fallait passer par là pour exister. Et ensuite, on a vu toute une tradition des Noirs américains ou bien des écrivains. En tout cas, c'est un film qui ne laisse personne indifférent. Les avis sont très tranché, très marqué. On vous remercie beaucoup, Gérard Noiriel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Chocolat, paru chez Bayard, et que vous êtes commissaire d'une exposition à Paris que l'on peut encore découvrir à sa cité. Je ne sais pas si vous aimez la musique hip-hop mouvante et mouvementée. Ah, beaucoup, oui, oui. Vous savez aussi que moi, j'ai été professeur à Brazzaville pendant 2 ans. Formidable. À Brazzaville. Formidable. Eh ben, juste derrière, on parle... 1975. Ah oui, vous allez apprécier certainement. Il s'appelle Féfé. Ah ouais, mais j'aimerais bien. Il s'appelle Féfé, c'est un artiste qu'on va retrouver dans quelques instants. On parle littérature également, juste derrière, mais on découvre son univers. J'en ai raté des cours, zappé des fêtes, passé des heures à ne pas les compter, casser des couilles, pas laisser faire, tracer des routes sur le bas-côté. C'est pas que je veux pas mélanger, c'est juste que sur d'autres vagues je surfe. J'ai crevé de doutes, brûlé des cierges, prié les dieux quand la foule déserte, rêvé debout, humer le ciel, planer comme si j'avais poussé des ailes. Souvent suivi tant qu'il n'y a pas de danger. Revient la lutte ou l'échec souvent seul. Je fais mes adieux mais c'est raté. Comment ne plus rapper quand tu sais rapper? De m'arrêter je ne suis pas prêt. Mon jardin le rap est toujours au-dessus des pâquerettes. Comme un drapeau mon son depuis Sayan en taffant j'ai usé. Ne me sauvez pas, je m'appelle pas Ryan, je veux mourir au fond. Ici le soldat fou. Ceux qui passent du rire, l'armée d'un jusqu'à ce que tombe le rideau. Amen. Oh, c'est un bordel! Bienvenue sur ce plateau, et dès qu'un rappeur fait irruption sur un plateau, ça se transforme en dawa. Le champ sémantique et lexical ne trouve plus sa centricité, et nous accueillons le damoiseau nommé Féfé. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas. Bienvenue. Bravo. Alors, mais qu'est-ce que je n'ai rien fait. Féfé, c'est un artilleur de la jeune scène pop internationale francophone sur la mouvance hip-hop, on va dire ça, un peu pop également, avec des entrailles en Afrique. Oui. Et vous regardiez l'émission et vous disiez, mais quelle bande de vieux, c'est trop... Non, mais il faut dire la vérité. Non, je vais dire la vérité. On va dire la vérité. Ouais. Je me suis dit, les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est ça qui est génial. Parce que le niveau était vraiment haut, tu vois. Non, ça parlait... Boniface Mongo Boussa. On a déconné avec Princesse. Là, moi, je vois solo, mais quand vous étiez comme ça. Je crois que cette émission, Princesse, je ne sais pas si du côté de la Maison Guerlain, on va apprécier ce genre de circonvolution. On était en train de s'amuser avec Boniface. Non, mais pour revenir, la tessiture dont nous parlons aujourd'hui, c'est le verbe, c'est la littérature et c'est la sève des rappeurs.
Oui, on va dire ça comme ça. Oui, quand même, le verbe, c'est quand même la sève des rappeurs. C'est tout ce qu'on a. Moi, quand j'ai commencé à rapper, j'avais aucun instrument à portée de main. J'avais que ma bouche, mes mots et mes convictions, quoi. Donc, bien sûr, le verbe est la sève des rappeurs. Ça, c'est sûr et certain. Après, on le transforme même parfois. On le déforme. Mais la base est toujours... voilà. Vous avez vu, on le transforme, on le déforme. Il y a une poésie des Alexandrins, des Cadrins, des Pieds, etc. Alors, dites-nous, vous lisez? Dites la vérité. J'ai beaucoup lu. Voilà, c'est pas mal. Participe pas ça. Il fut un temps. Non, j'ai beaucoup lu. J'essaie je me remets à la lecture d'ailleurs. En ce moment, je suis dans Cheikh Anta Diop d'ailleurs. Ce sont les 30 ans. Hein, donc, je sais pas pourquoi c'est tombé comme ça. Quoi. Mais oui, j'ai beaucoup lu. Je me suis beaucoup perdu même dans les livres, quoi, mais de manière agréable, quoi. Et après, avec la jeunesse, et dans les filles, tout ça, bon, on passe à autre chose que la musique, on va dire. On a noté. Sur le bonnet, c'est... C'est parce que je suis trop poli pour vous imposer ce qui est en dessous. Voilà. Bon, pourtant, nous, on est ouvert à toutes les... c'est pas terrible. C'est pas terrible. On peut juger par nous-mêmes. Non. Même demandé par une princesse. Par une princesse, je déclinerai la décence voilà, interdit. Princesse, comme vous y allez. Faisons donc de l'éducation littéraire avec le spécialiste S-qualité de cette maison, Christian Éboulet. Tu sais, mon fils, ici, là, on ne veut pas toujours parler de Oumniobé. Si tu poses les questions sur Oumniobé et sur ce qui s'est vraiment passé avec lui, tous ceux qui ont vécu cela te diront seulement qu'il y a eu des événements. Les événements. Jamais personne ne te dira exactement de quels événements il s'agit. Oui. On te dira seulement qu'il y a eu trop de morts, que les souvenirs sont lourds comme le rocher de Ngorlitouba, qu'on ne veut pas soulever ça comme ça pour sortir toute la poussière qu'il y a dedans. Voilà, je voulais vous faire entendre le rythme et la voix de Max Lobé dans Confidence. C'est une voix camerounaise, évidemment, et c'est la façon de parler du quotidien des Camerounais. Et Max Lobé, dans ce livre, fait une sorte de retour au pays natal sur les traces de Oumniobé, qui est le martyr, le célèbre martyr de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, assassiné par les Français, comme de milliers d'autres Camerounais, et pour une guerre qui est une guerre cachée, et qui aujourd'hui encore n'existe pas dans certains livres d'histoire. Pourtant, il a fait des milliers de morts. Alors vous citez Oumniobé, mais on peut en citer d'autres. Hossein Diafana, Félix C'était le leader. Ouais. Et Oumniobé et quelques autres. Et l'auteur a choisi la truculence, comme vous avez vu, pour évoquer cet épisode vraiment dramatique. Donc c'est drôle, c'est réjouissant, c'est jouissif. Je vous le conseille très vivement. Une pièce de théâtre ? Oui, je rappelle que c'est aux éditions Zoé, une petite maison d'édition suisse. Alors, il y a également... Belle maison. Belle maison d'édition, il ne faut pas les oublier. Ils sont à Genève. Alors, pour le théâtre, il y a cette pièce de théâtre du centrafricain Urel Régis Beninga. C'est intitulé Sangerov. C'est du théâtre. Sur le chemin de l'Élysée, c'est le sous-titre. C'est toujours difficile, hein, le théâtre, à la lecture. Il faut éventuellement aller le voir bientôt, dans les prochains mois, lorsqu'il sera programmé dans les salles. C'est paru chez l'Harmattan. Et puis, je vous garde le meilleur pour la fin. C'est ça. Hein? Un mobile qui n'aime pas lire. C'est écrit petit et il n'y a pas d'image. Hein? C'est vraiment un livre merveilleux pour un auteur qui ne déplairait pas à Sony Laboutansi. C'est le maître de votre génération, Sony Laboutansi. Et donc, il y a ce livre paru aux éditions... Juste, je ne vais pas faire ma psychanalyse de comptoir, mais il vous a appelé Sony Laboutansi. Hein. Pour quelqu'un qui, contrairement à moi, lit beaucoup, je ne sais pas si vous lisez dans mes pensées, mais je pense que monsieur, c'est un peu votre... J'étais pressé de parler du maître Sony. Poursuivez. Poursuivez. Je me rattrape un peu aux branches comme je peux. Non, Boniface Mongombo, ça évidemment, ça, c'est la poésie de Sony Laboutansi, c'est une nourriture absolument fabuleuse pour les esprits. Et c'est paru aux éditions CNRS dans une collection Planète Libre qui permet en fait à ceux qui sont spécialistes comme vous, mais aussi aux non-spécialistes, hein, comme Esther ou la princesse Esther ou Féfé, de comprendre un petit peu quelle est la démarche de l'auteur derrière un poème, derrière un roman. Il y a de célèbres... c'est la pléiade de romans francophones. Oui, absolument. Merci. Et il y a de grands qui ont été publiés. Je rappelle juste qu'il y a... C'est une manière de dire qu'il est un peu relou et qu'il faut... Il y a Aimé Césaire dans la même collection. On est poli. Et puis, pour finir, si Amoubé
m'autorise juste 30 secondes, parce qu'on ne parle pas souvent des Malgaches. Ah oui, bien sûr, la littérature malgache est phénoménale. Jean-Joseph Rabia-Rivelo, qui a été publié dans la même collection. Alors, évidemment, ce sont des livres un tout petit peu chers, mais qui valent la peine. Je ne veux pas oublier d'évoquer la dernière parution de Boniface Mungumbusa. C'est pas une biographie à proprement parler. En fait, vous ressuscitez un géant, Chikayao Tamsi, poète immense, souvent considéré comme maudit. Quelques mots sur votre démarche. Pourquoi avoir exhumé Chikayao Tamsi? Parce que quand j'ai fait mes études en Russie, il aime beaucoup les poètes. J'ai lu beaucoup de poètes russes, mais il manquait quelque chose. Un jour, à la bibliothèque, je suis tombé sur Chikaya traduit en russe. Ça a été une révélation. On parle à nouveau musique. On rappelle, vous avez donc débuté votre carrière, comme beaucoup, en écoutant d'autres, quelques années. Les gens ne le savent pas, en fait. Ils ne connaissent pas vos origines, mais en fait, vous êtes d'origine nigériane. Tout à fait. Pouvez nous dire un mot? Vous avez grandi ici. Comment est-ce qu'on atterrit en banlieue parisienne? En banlieue parisienne, je ne sais pas, il faut demander à mes parents. Ils se sont rencontrés ici. Je crois que je fais un petit accident, je le dis aujourd'hui comme ça. Voilà. C'est un bel accident. Un bel accident, l'air de rien, quoi. Et finalement, ils ont décidé de rester ici, quoi. Je suis né ici, grandi, élevé à l'africaine, mais voilà, grandi dans l'école française, dans la société française. Ça fait un résultat un peu bizarre. C'est marrant, parce qu'il n'y a pas une grosse communauté nigériane en France, il faut le savoir, on est tous en Angleterre, en général, quoi. Mais c'est pas mal. Alors, vous avez vécu la dislocation de votre groupe, j'espère que je prononce bien, c'est Sayan Supakru, mais vous avez réussi à rebondir en solo. Comment ça s'est passé, un peu, cette transition? Très difficilement. Déjà, à la base, je voulais pas faire de solo. Voilà la vérité. Je crois que dans le groupe, j'étais celui qui voulait encore peut-être qu'on fasse un groupe, quoi. Et j'ai été au solo par défaut, en fait. Voilà, parce que j'avais pas d'autre choix, tout simplement. J'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare tout seul, en autodidacte. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir quelques chansons. Et je me suis dit, voilà, je vais sortir un album comme ça, juste pour moi, parce que je ne peux pas faire autrement. Comme un écrivain doit écrire, un chanteur doit chanter, tout simplement. Et voilà, pour l'instant, ça va. Mais cet attachement au groupe, vous avez commencé très tôt à former un groupe. Vous aviez 16 ans quand vous avez commencé. Oui, j'ai commencé avant le Sayan, j'avais déjà un autre groupe. Moi, j'ai toujours aimé les collectifs. Ce que j'aimais dans le hip-hop, c'était le fait qu'on parte de rien et qu'on arrive à beaucoup et qu'on peut faire beaucoup de choses. J'aimais prendre tout ce qui était négatif autour de moi et en faire quelque chose de positif. Moi, j'ai commencé un groupe qui s'appelait OFX avant le Sayan Supakru et on répétait sous l'église de ma cité, en fait. Parce que c'était le seul endroit où on nous laissait répéter le dimanche après-midi. Je remercie encore le curé de l'époque. Il a bien voulu. Pas de prosélytisme, s'il vous plaît, pas de prosélytisme. Excusez-moi, qui a bien voulu me donner des clés, alors que j'étais avec 20 gars derrière moi, quand même, à lui dire, vous inquiétez pas, on va pas foutre le bordel. Et à chanter, oui, nique ta mère, non. Le dimanche après-midi. Donc, je suis désolé pour le. Voilà, mais c'était la vérité. J'ai commencé comme ça. C'est dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire. Alors, juste une question qui taraude l'esprit de beaucoup. Le Nigeria est hyper puissant. C'est-à-dire qu'un noir dans le monde sur 5 est nigérian. Je suis sûr que même. Vous surveillez. Même Monsieur DiCaprio, dont on dit qu'il convole en juste noces avec Rihanna, mon ami, tu mérites mieux que ça. On se demande s'il n'est pas nigérian. Vous êtes partout les Nigérians. Il y a une génération entre Ayo, Patrice, dans la littérature, ça doit être pareil. Mais la littérature, ça explose. Chimamanda Ngozi, c'est incroyable. C'est un pays extraordinaire. Le dynamisme nigérien. Dire de plus. Vous avez tout dit. Merci. Non, mais c'est vrai, culturellement, en tout cas, en ce moment, c'est vrai que le Nigeria est vraiment en train de monter. On a ce qu'on appelle aussi notre Nollywood. Aussi, même dans le cinéma, on a. Bon, après, c'est nos productions, mais on a quand même. Voilà, on avance. Vous allez préparer une tournée africaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est top secret? Non, c'est pas top secret. C'est que rien n'est complètement encore booké là, au moment où je vous parle. Mais on est en train de la monter. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est extraordinaire. Vous êtes né en Europe, en France, et c'est un peu le retour, le cahier d'un retour au pays natal, parce que vous êtes retourné sur vos racines avec quelques artistes. C'est pas un secret de dire que quelques enfants de Fela, une chanteuse connue du nom de Ayo, quelques autres. Mais vous êtes tellement bien renseigné. Je vous l'accorde, Parlons littérature, une autre fois. Exposition, direction le Gabon, avec quelque chose d'extrêmement important. Oui, l'exposition s'appelle Afrique Expo, donc elle met en lumière des peintres, des sculpteurs d'Afrique centrale,
centrale. Ce sera une première édition et c'est surtout l'occasion de parler de ces peintres, de ces artistes dont on parle peu et de rendre l'art accessible parce que souvent on lit peu mais on va très peu voir des expositions. Donc ça se déroule à Libreville du 11 au 12 mars. Absolument. Et il y a donc des artistes originaires du Gabon, de la RDC, c'est en Afrique centrale. J'ai relevé quelques noms. Du Gabon, Maurice Olimbo, Boris Nzebo, de la RDC, Houston Maloudi, Vichol Malembwe et Eddie Kamwanga et Freddy Chimba sont-ils peut-être les Basquiat de demain? La littérature, la peinture, la musique, ça fait partie de votre corpus basique, Sa Majesté? Absolument. Nous avons été élevés justement dans cette littérature. Autour de nous, nous avons des conteurs. Parce qu'à la cour, il y avait des contes, les conteurs. Il y a la musique, il y a notamment un instrument qui s'appelle l'inanga. C'est une cithare à 9 cordes. Et lorsqu'on la joue, cette cithare, de bas en haut, il fallait chanter à voix douce. Il fallait chuchoter parce qu'il ne fallait pas faire peur à la musique. Merci, donc, ce princesse monde de beauté. Esther Kamatari. Alors, un dernier mot au sujet que nous sommes pour vous? Je vous aime. Quelle déclaration. Merci. Je pense que Boniface Mangoboussa ne prend pas la collégialité de cette locution. Il aurait voulu quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Merci beaucoup. Tu peux mettre le feu. Pardon. Merci beaucoup à tous. Bonne chance, Féfé. Merci beaucoup. Pour la suite d'une carrière qui ne fait que grandir sur les terres d'Afrique, voire plus si affinité. Lisez, allez sur Internet, sur tv5monde.com. Merci à vous, ambassadrice de la Maison Guerlain. Au plaisir de vous lire, Boniface Mangoboussa. Et en musique, à satiété, on retrouve Féfé. Africanité, TV5 Monde, on y va. Tu vois away from me, for my love is on fire. Trop peu de souvenirs, Naija, mais jamais je ne t'oublie, Naija. Vert, blanc, vert comme tricolore. J'ai dans les veines 2 étendards en colloque. Et je sais pas comment, mais tout ça rentre. Aucune préférence, on choisit pas ses parents. Loin des yeux, pas commode, mais j'ai le cœur d'un colosse. Dans tous les cas, on s'arrange. Des œdèmes gros comme Aramboko. Mais je t'aime à la folie passionnément, un peu beaucoup. Billet sur le front, collé par la sueur. Et la fête est entamée. Naija, tu sais. Nigérian et le son, étrangère et la peur. Et adieu de programmer. Naija, tu sais. Et même si désolé, t'es pas la plus jolie. C'est comme ça qu'on t'aime. Naija, tu sais. Bien plus que les paroles et préface de mon livre, tu en es le thème. Naija, tu sais. I say, tu vois away from me, for my love is on fire. Trop peu de souvenirs, Naija, mais jamais je ne t'oublie, Naija. Tu vois away from me, for my love is on fire. Comme une mélodie, Naija, je te chanterai à vie, Naija.